John Woo, Nicolas Cage, John Travolta. Et pourtant, à la base, ça devait être un film très différent. Entre autres au niveau des acteurs, et croyez-moi, je pense que ça va vous plaire. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. Aujourd'hui on va parler d'un film de 1997, Ladies and Gentlemen, Face Off, Volte-Face, un film qui est sorti le 27 juin de cette année aux États-Unis, un film qui avait coûté la bagatelle de 80 millions de dollars et qui en a rapporté quelque chose comme de 147, donc autant le dire tout de suite, un succès que personnellement j'avais découvert au Vidéoclub, c'est un autre temps, un ami à moi du karaté m'en parlait comme étant un excellent film d'action qu'il fallait absolument que je voie, et on est allé louer des films avec ma sœur au Vidéoclub et elle a pris Volte-Face et elle a bien fait parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, que j'ai beaucoup aimé depuis et que j'ai revu et que j'aime toujours autant. Alors, il y a des choses qu'on va expliquer, il y a des petits trucs un petit peu croustillants et on va aller par étapes. Tout d'abord, le saviez-vous, ce film n'était pas prévu pour être ce qu'il est, c'est-à-dire, on va dire, un film d'action des années, allez, on va dire, dans ce cas-là, 90, vous voyez, un peu dans la continuité fin de ce qu'il y avait déjà dans les années 80. Est-ce que vous savez qu'à la base, le film ne devait pas être un film d'action, ça devait être un polar futuriste. Là, vous me dites un polar futuriste, c'est-à-dire qui se passe dans un monde futuriste, je sais pas moi, la Blade Runner ou des trucs comme ça aurait pu être vachement cool. Et là, vous réfléchissez un petit peu et tu dis, ah, mais attends, c'est pour ça qu'il y a cette histoire de, oui, écoutez, on a une technologie, ça permet d'inverser les visages, on inverse tout, l'odeur de votre corps, votre poids, votre taille, tout ce qui va avec. La voix, bon, il y a un truc qui fonctionne un peu moins bien, bon, on se permet de vous échanger comme si de rien n'était. Et ben ça vient de là, c'est parce qu'à la base, ça devait être de la science-fiction. Et beaucoup de gens critiquent le film d'ailleurs sur cet aspect-là, mais du coup ça explique aussi par exemple la fameuse prison. Ça, il y a beaucoup moins de gens qui critiquent la prison. La prison où les gens sont obligés de marcher avec ces bottes qui sont magnétisées, tout ça, c'est pas une prison très comment dire, très habituelle. Et ben c'est ce qui reste encore de ce scénario de base qui était donc justement de la science-fiction. Ça, c'est d'un côté. L'idée a été laissée tomber, peut-être pour une question de budget, pour s'attaquer donc à un polar plus actuel. Mais est-ce que vous savez qu'à la base, ce n'était pas Nicolas Cage et John Travolta qui devaient interpréter les rôles principaux? Badaboum! Je vous le dis, on aurait dû avoir Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, rien que ça. Évidemment, vous me direz, oui, mais bon, depuis, le fantasme, il a eu lieu, on les a vus en 2013 dans le film Évasion, oui, mais en 2013, quand leur heure de gloire était largement passée, là, c'était encore il y avait encore quelque chose, on aurait encore eu cette confrontation au sommet, finalement, ils l'ont fait un petit peu plus tard. Personnellement, j'aime bien Évasion, hein, je sais que certains détestent, mais voilà, je me dis que ça aurait été fou. Et là encore, vous réfléchissez, vous vous dites, mais c'est logique. C'est pour ça qu'il y a le gentil, il y a le méchant, mais le méchant est interprété par le gentil, qui en fait est le méchant, mais qui est le méchant, mais qui est peut-être le gentil. Enfin, vous voyez l'inversion gentil-méchant de l'un de l'autre par rapport aux acteurs, hein, en chair et en os, hein, qui eux n'inversent pas le visage. Ça aurait expliqué que l'un fasse le gentil et fasse le méchant et tout ça. Et ça aurait été génial. On aurait eu cet équilibre-là. Oh là 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 là, je sais pas vous, hein, moi quand j'ai appris ça, j'ai fantasmé, je me suis dit, oh là là, ce film, j'aurais tellement voulu le voir, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors certes, le film aurait été très différent, hein, ça c'est sûr et certain, je parle pas que de l'aspect science-fiction, qu'on aurait pu être laissé tomber, mais avoir ces deux monstres, ça aurait été différent, on aurait eu des punchlines, on aurait eu des trucs, mais bon, je ne sais pas pour quelle raison ça n'a pas été fait, peut-être le budget, parce que réunir ces deux monstres, c'était quand même un sacré budget, et il fallait aussi qu'ils soient d'accord sur qui est le plus gentil, qui est le plus méchant. En voyant le film à l'heure actuelle, vous, déjà, si je vous dis quel est celui qui fait le gentil ou celui qui fait le méchant en tant qu'acteur, moi j'ai plus envie de vous dire que c'est John Travolta qui fait le méchant, et Nicolas Cage qui fait le gentil, même si c'est pas ce qui est prévu à la base ni à la fin, enfin bref, c'est compliqué. Mais je pense que vous avez compris l'idée, hein. C'est compliqué, mais vous avez compris. Vous êtes intelligents sur cette chaîne, je le sais. Et maintenant, en se basant sur le scénario et le film que nous avons, nous ici, que nous connaissons tous, vous aurez mis Schwarzenegger dans le rôle, on va dire, interprété par Nicolas Cage, ou dans celui de Travolta et vice-versa pour Stallone, hein, c'est une question qui se pose. Je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre pause, vous réfléchissez. Et après, vous me donnez votre réponse. Moi, j'ai la mienne et je vous la donne tout de suite, il fallait mettre pause. Hein, voilà. Et ben, personnellement, je verrais plutôt Schwarzenegger dans le rôle de John Travolta. C'est-à-dire qu'au début, il fait le gentil, puis après, il fait le méchant un peu exubérant et tout ça, parce que celui qui interprète Nicolas Cage, c'est compliqué. Il faut pas se tromper. Oui, non, c'est pas ce qu'il y a Star Troy, vraiment. Celui qui interprète Nicolas Cage, il doit interpréter quelqu'un qui doit avoir plus d'émotion, et Stallone est un petit peu plus acteur que Schwarzenegger, tandis que Schwarzenegger, faire le flic sérieux et aussi avoir un côté, comment dire, un côté plus fou et tout ça, je pense que ça lui collerait bien à la peau.
Ça, c'est mon avis à moi personnel par rapport au scénario que nous avons là. Mais comme j'ai dit, le film aurait été complètement différent, puisque forcément ça a été remanié depuis plein de fois. Pour la petite histoire, dans sa biographie, donc Total Recall, Arnold Schwarzenegger dit qu'il a complètement été dégoûté d'avoir refusé de faire le film Volte-Face, parce que quand il l'a vu, il a trouvé qu'il était absolument incroyable et il a regretté. Est-ce qu'il le pense vraiment, ou c'est juste que le film est vraiment très bon, puis il se dit, ah bah, je dois dire ça parce que ça fait que j'ai regretté, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, John Woo, à la base, n'était pas le réalisateur qui était prévu, hein, et quand John Woo est arrivé sur le projet, c'est lui qui a dit « Écoutez, je pense que le côté science-fiction, ça me parle moins ». John Woo, rappelons-le, que c'est le mec qui a révolutionné le cinéma d'action. Alors aux États-Unis, je me souviens, beaucoup en parlaient comme un maître du cinéma d'action, et on le mettait en avant, hein, et je me suis dit, ceux qui regardent que des films américains, ils doivent pas vraiment comprendre pourquoi, même si Face Off, Volte-Face est un excellent film, Mission Impossible, à son époque, était très apprécié, maintenant je sais que c'est beaucoup moins le cas, mais même en regardant ces films, tu dis, ça a révolutionné le cinéma d'action, ça. Surtout que Volte-Face est sorti la même année qu'un certain Matrix, hein, par exemple. Hein, qui reprenait des trucs de John Woo, d'ailleurs, hein, au passage, et les a rendus à la mode aux États-Unis. Ben, justement, en fait, ce qui se passe, c'est que John Woo, évidemment, il est surtout très bon et très connu pour ses films hongkongais, hein, Le Syndicat du Crime, Balle dans la tête, Just Your Rose, Hard Boy, The Killer. On est peut-être oublié là, comme ça tout de suite, mais je veux dire... cette période-là, entre le Syndicat du Crime et Hardball, c'est là où il a été le number one, et il a influencé déjà le cinéma d'action américain avant même son arrivée aux États-Unis. Alors oui, aux États-Unis, il a fait quelques bons films comme ce Volte-Face que j'adore, que je trouve vraiment très très bon, mais c'est pas non plus de quoi révolutionner le cinéma d'action, même si je trouve qu'il livre un très très bon film. Pour la petite histoire, est-ce que vous savez qu'à la base, ceux qui ont écrit le scénario, hein, donc c'était une de leurs idées, c'était pas une commande, c'est ceux qui ont écrit The Mask. Ah ouais, ils se sont dit, masque, changer les gueules, c'est pour nous ça, c'est notre délire. Et donc la Warner était dessus avec Joel Silver, hein, Joel Silver qui a produit beaucoup de films d'action à l'époque, et un petit peu après avec Matrix justement, qui était dessus, mais en fait ce qui se passe c'est que la Warner avait déjà produit un film avec Stallone, qui était un film de SF, et en plus un film avec un Nemesis. Et ce film, c'est Demolition Man, donc ils avaient un petit peu peur de refaire la même chose. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur Demolition Man, si vous voulez la voir. Et donc, du coup, bah oui, il y a eu changement de producteur, Paramount qui récupère le truc et le machin, et le film a finalement existé tel qu'on le connaît, après moult changements. Et au passage, précisons quand même que ce Volte-Face a 2-3 aspects wooiens, bien que différents. Par exemple, leur rapport entre les deux personnes. Chez John Woo, il y avait souvent ce côté rapport presque amical, amoureux peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est plutôt le contraire, c'est un némésis, on se déteste, mais on ne vit quand même que l'un pour l'autre, pratiquement. À tel point qu'on retrouve les Mexican stand-off, hein, donc la mise en joue réciproque, et d'autres stéréotypes wooiens qui sont déjà présents. Je ne peux m'empêcher de parler de ce fameux Mexican stand-off avec le miroir en face, où chacun voit son reflet, et donc son ennemi face à lui. Grandiose, grandiose. Aux petits oignons, j'adore ce film, j'adore ce film. Certains me parleront du Mexican Standoff à plusieurs, où ils sont je sais plus combien. Alors oui, mais personnellement je trouve la résolution de cette scène assez mal filmée. Le moment où il faut désengager ce qui est en place, là par contre c'est un petit peu plus difficile à suivre au niveau de la mise en scène, c'est un peu compliqué je trouve. C'est pas ce qui a été fait de mieux à ce niveau-là. Némésis donc de deux personnages principaux tellement forts que qu'ils vont s'échanger le corps carrément. Et le film va prendre un aspect assez particulier parce qu'il va ressembler à ces films où on a qu'on appelle ça un switch mind. Vous savez, où les esprits s'inversent entre deux personnes. Il y a eu plein de films, c'est le père qui change avec le fils, la mère, la fille, le cousin, la cousine, des copains, des copines. On en a eu plein des versions comme ça, parfois des DTV, des trucs comme ça, enfin bref, c'est une histoire assez classique. Là, évidemment, ce n'est pas le but, mais ce qui est intéressant, c'est que le film prend cet aspect-là lorsque les personnages commencent à vouloir interférer avec la vie de l'autre, avec celui qu'ils sont devenus, on va dire, se rendant compte qu'ils arrivent à faire des choses mieux que ce que l'autre faisait, ils arrivent à améliorer le quotidien, et ils prennent un certain plaisir à vouloir améliorer ce quotidien-là. Donc le film part presque un peu dans le sens de ces comédies-là, et finalement il en revient. Mais ça c'est intéressant de remarquer qu'il pique ces petits codes-là. Nicolas Cage, qui n'avait pas joué jusque-là avec John Woo, hein, à la différence de John Travolta dans Broken Arrow, mais Nicolas Cage était très très fan de Chow Yun-fat. Et c'est pour ça, si vous avez vu la subtilité, que dans la première scène du film, vous savez celle où Nicolas Cage il est en train de sniper le personnage de John Travolta, ben, il a une petite moustache comme ça. Et cette petite moustache, eh ben, Nicolas Cage l'a prise parce qu'il voulait avoir la même petite moustache que Chow Yun-fat dans The Killer, le film de John Woo. C'était un hommage. Et je trouve ça super fort. Alors cette scène,
Si on l'analyse, on peut déjà critiquer 2-3 trucs. Hein. Donc, on ne sait pas où on est Castor Troy à ce niveau-là. On imagine qu'ils sont déjà complètement Némésis, hein, s'ils veulent le tuer. On imagine que l'autre, c'est le flic qui lui colle au basque. Et donc, Castor Troy, il se dit, ah ok, je vais prendre mon sniper et je vais te sniper. Poum, il tire une fois. Hein. Il le touche, mais il le loupe, blablabla. Donc le mec, il a essayé de le tuer avec une balle. Je rappelle que la scène d'après, ça se passe 6 ans après. Je crois, 6 ans. Par là, mais quelques années après. Donc en gros, le gars, il se dit, je vais le sniper d'une balle, en 6 ans. Il se dit pas, je l'ai touché, il est à terre, il est presque mort, je le finis, j'ai une deuxième balle, j'y vais, j'ai un flingue, j'ai quelque chose. Non. D'ailleurs, rappelons aussi hein, que cette scène, bon là c'est John Woo, hein, qui reprend quelque chose qu'il avait déjà fait dans The Killer, lorsque les personnages sont blessés, pratiquement morts à terre, et qu'ils rampent comme ça. Et là on a le personnage de John Travolta qui rampe tel Shaun Fat dans The Killer vers son fils, et les fans ne peuvent que kiffer. Et tant qu'on est dans les John Woo-ry, on va dire, la scène où le gamin, on lui met un casque avec la musique Somewhere Over the Rainbow, vous avez vu l'anglais encore une fois, et ben ça c'est John Woo qui voulait le mettre dans le film, et les producteurs lui ont dit, écoute, ça ne nous intéresse pas trop, peut-être parce que ça indiquait qu'il y avait un gamin qui était dans un monde de violence, et que ça déplaisait aux producteurs. Donc, John Woo, il a dit, écoutez, vous voulez pas la produire, moi je la veux dans le film. Donc c'est moi qui la paye celle-là, c'est moi qui la produis. Donc c'est lui qui a produit cette scène pour tourner cette scène, et elle est généralement considérée comme une des meilleures scènes du film. Les gunfights hawaiiens sont-ils au niveau dans ce film? On va pas se mentir, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les meilleurs fights hawaiiens qu'on ait jamais vus, ce n'est pas à toute épreuve, hardboiled, clairement pas. Hein. C'est pas The Killer, c'est pas une balle dans la tête, c'est sûr. Mais en revoyant le film, je me suis dit, bon écoute, en sachant ce que c'est, ils sont quand même vachement bien foutus pour John Woo aux États-Unis, qui, je vous rappelle, ne pouvait pas faire exactement ce qu'il voulait, puisque son chasse à l'homme avait été hautement censuré, on lui a dit tu fais plus jamais ça, alors qu'on t'adore mais plus jamais, d'accord? Donc il s'était retrouvé un peu le cul entre deux chaises, et il arrive quand même à faire des gunfights qui sont quand même vachement bien foutus. Face Off est donc un film qui parle de changement de visage, mais ce qui est intéressant c'est que ça devient presque méta dans le film, c'est qu'on voit beaucoup les doublures dans les cascades, on voit beaucoup que c'est pas des acteurs qui font les cascades. Par exemple quand le personnage interprété par Nicolas Cage s'évade de la prison en sautant dans l'eau, et ben là, on voit clairement que c'est pas Nicolas Cage qui saute. Ou alors, à la fin, avec le bateau, ouais, quand ils sont en l'air, au ralenti, parce que c'est John Woo, donc il faut que ce soit au ralenti, ouais. Donc tu vois que c'est pas les acteurs. Et ça arrive souvent dans le film. Tu dis, il y a un petit côté méta, c'est rigolo. Je profite pour dire un petit détail sur ceux qui disent, ouais, John Woo, ralenti, machin, truc bidule. Oui, il met des ralentis, bien sûr qu'il met des ralentis, mais beaucoup de ralentis. Mais il les fait bien, et il les met quand il faut. Ouais. Au niveau de l'interprétation des personnages, c'est un peu particulier parce que c'est quand même un film assez excessif. Castor Troy, au début interprété par Nicolas Cage, est un personnage assez fou, qui en fait des caisses. Le personnage de John Travolta est censé être le mec un peu énervé, un peu sur lui, mais je trouve que il manque un peu de précision dans son jeu, c'est pas assez poussé, je parle de niveau interprétation, je trouve que c'est pas oufissime. Et du coup, il est aussi un peu dans le stéréotype, parce qu'on lui demande d'aller assez loin. Et c'est sans doute pour que les deux, justement, soient des némésis. Et quand on inverse, on retrouve un petit peu ça. Forcément, le personnage de John Travolta, il va en faire des caisses, hein, puisque c'est Castor Troy. Certains trouveront ça ridicule. J'ai déjà vu ça sur Internet. Personnellement, j'adore, hein, quand il arrive et que la police l'applaudit et tout, lui, il est là, et il lui en fait des tonnes. Moi, j'adore. Même si ça pourrait être un petit peu, un peu gros. Hein. Et de l'autre côté, le personnage de Nicolas Cage, donc de Castor Troy, mais qui est interprété par le personnage de Sean Archer, ouais, compliqué tout ça. Bref, le gentil Nicolas Cage, lui, ça demande plus de choses. Il y aura des moments où il va Nicolas Cage, hein, c'est-à-dire où il va faire des trucs un peu plus fous, mais c'est un petit peu mieux quand même. Mais dans tous les cas, c'est assez excessif. Le film, c'est ce côté excessif au niveau de ses acteurs, et aussi, on peut le voir au niveau de justement un peu des scènes d'action, des gunfights et tout ça. C'est une espèce de transposition un peu, entre guillemets, maladroite de la manière de faire de Hong Kong à ce niveau-là, mais qui, je trouve, dans le film, passe bien par rapport à ce que au contrat qu'on passe avec le film. Vous savez, la fameuse suspension d'incrédulité, là, on l'a dans ce film, c'est-à-dire, on signe, une fois qu'on a accepté le changement de visage, de physique et tout, il faut aussi accepter ça. Alors certains, ça va être un rejet, mais pour moi, ça fonctionne très très bien. Alors, comme je vous ai dit, le film a aussi quelques défauts. Par exemple, lorsque le chef de la police va voir Travolta qui est en mode méchant, en mode Castor Troy, et puis, tu vois, j'ai mal au cœur, donc je me touche le cœur, là, bien ici, sur le côté. Tiens, d'ailleurs, j'y pense. J'avais pas fait attention.
Travolta. John Travolta sur le t-shirt, j'ai même pas fait gaffe. Donc il va voir le méchant en mode oh, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Ah bah tiens, c'est parfait, j'ai justement besoin de te tuer dans cette scène, donc en faisant croire que t'as fait un arrêt cardiaque, c'est génial quand même. Je suis Castor Troy. La mort de Pollux Troy, la manière dont ça se passe, c'est-à-dire le moment où le personnage de Nicolas Cage lui saute dessus, machin, c'est pas très clair ce qui se passe avant, on comprend, hein, il rentre dedans et tombe pas dans un trouble là. Je veux dire, comme il arrive, tout ça, c'est un petit peu complexe. Et puis, il y a deux, trois, comme je vous ai dit, le cœur, deux, trois trucs comme ça qui sont un petit peu ratés ou pas totalement réussis. Mais voilà, ce sont des défauts, mais qui ne me dérangent pas plus que ça. Allez, encore un petit dernier pour la route, mais ça m'a toujours travaillé dans le film. Le personnage de Castor est un gangster, ok, un gangster très particulier, très fou. Il a un côté Joker, un peu sur les bords. Comment se fait-il, d'ailleurs comme le Joker, il y a toujours des gens qui sont prêts à bosser pour lui. Je veux dire, le mec, c'est complètement un psychopathe capable du pire du pire. Et il a des gens qui acceptent d'être ses hommes de main. Je ne comprends pas. Faudrait qu'il me l'explique un jour. Un petit mot sur la signification des noms des personnages, facile, parce que t'appelles pas ton gamin Castor, d'avoir des goûts vraiment chelous dans ta tête. En même temps, vu les gamins qu'ils ont eus, ils sont peut-être complètement tarés. Castor et son frère Pollux, évidemment, référence à la mythologie grecque. Hein, et comment s'appelle l'ennemi, hein, donc ça fait référence à la constellation, hein, Castor et Pollux. Hein, et Archer, en face, l'archer, donc, hein, évidemment, le Sagittaire. Vous voyez, on est dans ce délire-là. Dans le film, nous avons Nick Cassavetes qui interprète un sbire de Castor Troy, et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage ressort un peu à l'écran. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il a eu la liberté de pouvoir évidemment travailler visuellement son personnage, hein, d'ajouter sa touche, et en plus de pouvoir écrire ses propres dialogues. La preuve, c'est qu'il y avait une espèce de respect mutuel entre lui et John Woo, et sur cette partie de liberté, en tout cas, il semble-t-il qu'ils se sont plutôt bien entendus pour donner vie à ce personnage-là. La fin alternative. Vous avez peut-être vu, si vous avez les bonus DVD, qu'il y a une fin alternative, la même que la fin normale, sauf que, en fait, le film se voulait un petit peu plus suspense à la fin, faisant croire que peut-être il n'y avait pas eu le changement, et peut-être que le Travolta visuel qu'on a à la fin était toujours Castor Troy. Peut-être. C'était sous-entendu. Pour moi, c'était plus une espèce de petite blague, un peu comme une espèce de film d'horreur où on relance le truc, ou alors la toupie d'Inception et autres trucs, c'était plus, hein, pour moi, c'était plus ça. Mais les producteurs ont préféré, tu fais un happy end simple, basique, et puis voilà, et tu fais pas chier le monde. La fin alternative, quand on y réfléchit, il y a aussi une petite subtilité dans le film à un moment donné, lors du combat final. On a donc vraiment la toute fin du combat. On a donc John Travolta qui est en train de bloquer le harpon, et quand fait Nicolas Cage, il lui donne un coup dans les burnes pour faire partir le harpon et planter le méchant en fin de l'histoire. Le fait de mettre un coup dans l'entrejambe, c'était une des spécialités de Castor Troy, que le personnage de Nicolas Cage en mode gentil a utilisé pour justement se battre dans la prison, donc comme si c'était un sale coup. Donc d'une certaine manière, il s'est Castor Troyisé pour gagner ce combat. Vous voyez ce que je veux dire? Un dernier petit mot rapide sur la musique que l'on doit à John Powell. John Powell, c'est un mec qui est issu de l'écurie Hans Zimmer. Alors quand on dit qu'il est issu de l'écurie Hans Zimmer, ça veut pas dire qu'il est forcément élève de Hans Zimmer. Hein. C'est des gens qui ont des connaissances en musique, hein. Ils sont recrutés, hein. Je veux dire, c'est pas... voilà. Hein. Mais on sait, parfois, il y a eu des débats, c'est écrit Hans Zimmer, mais en fait, c'est pas lui qui a fait la musique, ou alors une partie parce que c'est une équipe, c'est un machin, et ils font de la musique de film, à plus savoir qu'en faire. Là, c'est lui, c'est John Powell qui est crédité, et la musique, franchement, elle est vachement bien. Alors, moi, personnellement, c'est pas forcément une musique qui me reste en tête tout le long, mais je sais que quand je la réentends, tout de suite, on fait bon, ah oui, c'est la musique du film, et oui, elle est bien. Et voilà, tout simplement, je trouve qu'il a fait un très bon travail. D'ailleurs, John Woo était très content, hein, et c'est pour ça qu'il a voulu travailler avec lui encore par la suite, comme je vous avais parlé, par exemple, dans la vidéo de Mission Impossible numéro 2, où cette fois, c'est Hans Zimmer qui est officiellement à la musique. Voilà, voilà. Vous l'aurez compris, c'est un film que je trouve excellent, parce qu'il arrive à marier le John Woo qu'on aime avec une adaptation américaine, mais tout à fait correcte. C'est un film qui fonctionne très bien. Évidemment, il faut accepter certaines choses. Je sais que certains le considèrent comme un petit nanar, comme un petit film, un plaisir coupable pour certains. Moi, personnellement, il fonctionne au premier degré, même si, évidemment, je vois les défauts, mais il n'arrive pas à me déranger dans le film, parce qu'il rentre bien dans ce que raconte le film. Si on rentre dedans, c'est du tout bon. Le film, évidemment, il a pris un coup de vieux assez rapidement, puisque Matrix, comme je vous ai dit, est arrivé après. Matrix a révolutionné le cinéma d'action, pas toujours pour les bonnes raisons, hein. Dans le sens où après ça, tout le monde a essayé de faire « Eh, vas-y, que je te mets des
des bullet time et compagnie, et des ralentis, et des trucs et des machins, mais qui n'étaient pas très maîtrisés, alors que justement, ce sont des choses qui viennent du cinéma de Hong Kong, et entre autres de John Woo, hein, les vestes en cuir, les lunettes de soleil, un flingue dans chaque main, c'est du John Woo, et donc voilà, c'est assez marrant de voir que c'est non pas John Woo aux États-Unis, mais des gens aux États-Unis qui ont repris du John Woo et qui ont réussi à révolutionner parce qu'ils l'ont aussi marié à d'autres choses. Bref, je m'arrête là. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. On se voit prochainement pour une prochaine super aventure avec des films d'action comme on les kiffe et pas que, hein, pas que. Mais voilà, Volte-Face, vous aviez voté pour ce film, vous l'avez. Voilà, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien et ciao.